webinaire. On attend les derniers arrivants et on va commencer d'ici 3 à 4 minutes. J'espère que tout le monde m'entend bien. Ah, bonjour Michael, bonjour Suzanne. Très contente de vous voir participer à ce webinaire. Bonjour Hélène. Bonjour, donc on va commencer d'ici 1 à 2 minutes. Je demanderai à tous les participants de couper leur caméra pour gagner en fluidité et également de couper leur micro. On va commencer à 35, je vous propose. Donc Marie-Christine, c'est toi qui fait avancer les transparents, d'accord. Donc je te dirai, Ouais. comme la dernière fois. Voilà, donc bonjour à tous. Bienvenue en ce lundi matin, bienvenue dans ce webinaire qui est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc webinaire qui va normalement vous permettre de faire plus ample connaissance avec une partie de ce nouveau programme cadre Horizon Europe. Et ce matin, nous allons nous concentrer plus particulièrement sur les aspects industriels des destinations 4 et 6 du cluster 4. Mais je vais tout d'abord vous présenter les intervenantes qui vont se succéder au cours de ce webinaire, puis vous présenter les très grandes lignes d'Horizon Europe. Donc surtout, je vous rappelle, laissez vos micros coupés, laissez vos caméras coupées et au cours de cet exposé, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous essaierons d'y répondre soit à la fin de l'exposé, soit à la toute fin de l'exposé, soit nous reviendrons vers vous ultérieurement si nous n'avons pas la réponse immédiate. Par ailleurs, avant d'aller plus loin, je voudrais vous signaler 2 rendez-vous très importants qui sont organisés demain et après-demain par la Commission européenne, à savoir les Info Day du cluster 4. Donc, je vais vous mettre ensuite le lien dans la conversation Teams, vous allez pouvoir le récupérer. Mais dans tous les cas, il vous suffit de taper sur Google Info Day Horizon Europe Cluster 4 et vous allez tomber directement dessus. Donc, cela sera l'occasion d'avoir les destinations de ce cluster présentées par la Commission, donc la parole officielle, mais également d'avoir accès à une librairie de documents qui sont mis à votre disposition par la Commission pour vous aider à préparer, à monter votre projet. Et un autre point extrêmement important, c'est qu'il est déjà possible d'entrer sur le site depuis quelques jours toutes les questions précises que vous vous posez concernant les topics. J'espère ultérieurement que nous aurons ensuite des réponses à ces questions précises. Donc les questions extrêmement précises sur les topics, moi je vous invite à les rentrer sur le chat des Info Day qui auront lieu donc demain et après-demain. Bien sûr, si vous n'êtes pas disponible demain ou après-demain, j'imagine que les documents et toutes les visios seront toujours accessibles également ultérieurement.
Donc, je reprécise qu'aujourd'hui, nous parlons des destinations 4 et 6. Destination, c'est un nouveau terme inventé par la Commission. Ça veut juste parler d'une sous-partie du cluster, hein. Donc, nous allons nous concentrer sur les destinations 4 et 6 qui s'intitulent Digital and Emerging Technologies for Competitiveness and Fit for the Green Deal pour la destination 4 et A Human-Centered and Ethical Development of Digital and Industrial Technologies pour la destination 6. Voilà, transparent suivant, Marie-Christine. Donc, je vais vous présenter l'équipe. Donc, nous sommes une équipe de 4 personnes à former ce point de contact national industrie. Donc, je m'appelle Hélène Ulmer-Tufigo, je suis la coordinatrice de ce point de contact national et l'équipe est constituée de Julie Rafton-Jolivet, Marie-Christine Lagelle et Mathilde Bruyère qui vont intervenir au cours de ce webinaire. Donc, nous dépendons toutes du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, au moins pour ce rôle de point de contact national. Et donc, nos missions, enfin, vous devez certainement déjà les connaître de par ce que nous avons déjà fait par le passé. Donc, nos missions vont consister à vous informer sur les opportunités de financement, à pouvoir identifier les appels qui vont être pertinents pour vous, à vous conseiller pour les montages de projets. Bref, vous devez considérer que nous sommes vraiment là pour vous aider et il ne faut pas hésiter vraiment à nous solliciter. Et nous souhaitons vraiment vous accompagner, vous aider à vous lancer dans votre prochaine participation à Horizon Europe. Personnellement, donc en plus de cette casquette de point de contact national, j'ai une autre casquette qui est celle de représentante au comité de programme pour l'intégralité du cluster 4. Ça signifie qu'à ce titre, je représente la France lors des interactions avec la Commission européenne. Et donc, ça signifie que ces derniers mois, j'ai été très occupée avec les négociations qui ont enfin permis d'aboutir à l'adoption des programmes de travail, adoption qui a eu lieu officiellement le 15 juin. Le cluster 4 a été un cluster qui a donné beaucoup de fil à retordre parce que c'est un cluster très stratégique. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais donc voilà, l'important c'est que nous ayons abouti et que nous disposions maintenant d'un programme officiel. Alors, il va de soi que cette deuxième casquette, en plus de la casquette PCN, est très intéressante et importante dans toute l'équipe du PCN parce que ça offre vraiment une porte d'entrée pour discuter en direct avec la Commission européenne. Voilà. Transparent suivant, Marie-Christine. Donc, au cours de cet exposé, nous allons vous présenter les points suivants. Donc, je vais commencer par faire une introduction au programme cadre Horizon Europe. Puis ensuite, nous vous donnerons quelques informations clés sur les fondamentaux, les tenants et les aboutissants des projets collaboratifs, les clés pour bien savoir comment lire et décrypter les programmes de travail, et en gros, les grandes lignes pour vous indiquer comment participer à ce programme cadre. Ensuite, nous rentrerons plus dans le vif du sujet, à savoir les destinations 4 et 6 du cluster 4 et la présentation des appels. Nous terminerons par quelques conseils supplémentaires pour vous aider à participer à ce programme cadre de recherche. Transparent suivant. Marie-Christine? C'est bon, j'ai passé, mais il doit y avoir un petit délai. Ah bon? Bon. En fait, bon, le transparent suivant, c'est simplement l'architecture que vous connaissez déjà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. En plus, je me trompe. Mince, c'est un peu embêtant. C'est le transparent qui présente un petit peu le budget de ce programme cadre. Ça passe pas? Chez toi, c'est passé? T'en es où? Oui, moi, je suis passée. Alors, attends. Est-ce que vous, les participants, est-ce que vous voyez la slide qui présente où je vais demander le contrôle. Je demande le contrôle. Ouais. Là, j'ai le contrôle, mais T'es sur la 4 ou t'es sur quoi? J'arrive pas à passer les slides, en fait. Nous, on est sur la 4. Ok, bon, c'est bon. Vous êtes sur la 4.
Bon, bah écoutez, je vais me rappeler ce qu'il y a. Voilà, ça y est, ça y est, ça y C'est est. bon? Ça Ok. y est, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Toutes nos excuses. Donc, Horizon Europe est le 9e programme cadre de recherche de l'Union européenne. Donc, il prend la suite de Horizon 2020. La date officielle de lancement, parce qu'il y a un effet rétroactif en fait d'Horizon Europe, c'est le 1er janvier 2021. Et en fait, vous avez peut-être déjà su qu'il y a des calls qui ont été lancés dans les piliers 1 et 3. Donc nous avons pris un petit peu de retard pour le pilier 2 afin de converger sur un accord sur les programmes de travail thématiques. Donc ce programme de travail a un budget considérable de 95,5 milliards d'euros. Ce budget va encore augmenter avec la participation donc, des pays associés qui sont encore en cours de discussion. Donc, c'est le plus grand programme jamais déployé en Europe pour la recherche et l'innovation, avec ce budget de 95,5 milliards d'euros. Et en fait, si on compare par rapport au budget de H2020, ça représente, à périmètre constant, c'est-à-dire en enlevant le Royaume-Uni, bien sûr, ça représente une augmentation de 30% du budget, donc ce qui est quand même considérable. Donc, transparent suivant, si ça passe. Moi, je ne le vois pas, mais peut-être que vous le voyez. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce souci. Bon, en fait, je me rappelle très bien de ce qu'il y a sur ce transparent. Donc, en fait, c'est l'architecture du programme. Donc, le programme lui-même, au-delà du budget qui, lui, est considérablement augmenté, il est plutôt, on va dire, en évolution qu'en révolution par rapport au programme précédent. Si vous avez déjà participé à Horizon 2020, si vous connaissez l'architecture d'Horizon 2020, apparemment, il y a un problème de passage de slide. Je vais arrêter le contrôle, moi. Marie-Christine, toi, tu es sur la slide Moi, je suis 5. sur la 5. Je vais juste stopper le partage, je vais le relancer. Ou sinon, quelqu'un d'autre défile la présentation, c'est comme vous voulez. Je vais tenter de le stopper et de le relancer. Et puis, si ça marche pas, quelqu'un d'autre. D'accord. Bon, pour pas perdre de... Alors. Ah oui, certains voient bien la slide 5. Bon, de toute façon, là la slide 5, en fait, elle représente le schéma global d'Horizon Europe. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une architecture qui ressemble beaucoup à l'architecture de Horizon 2020. Donc, sur la gauche, même si vous ne le voyez pas, vous pouvez me croire, sur la gauche, voilà. Sur la gauche, il y a donc le pilier excellence de la recherche qui s'axe sur la recherche fondamentale avec les bourses Marie Curie qui permettent donc les échanges de chercheurs, le montage de projets de recherche pour financer des thèses, etc. Et il y a également donc le prestigieux ERC ou Conseil européen de la recherche qui a prouvé vraiment le niveau d'excellence que nous pouvons atteindre en recherche fondamentale en Europe et qui a notamment permis de financer l'arrivée de chercheurs du monde entier pour qu'ils viennent faire leur recherche en Europe. Alors, complètement à droite, vous avez le pilier 3, qui est le pilier innovation, qui fait un petit peu le pendant du pilier d'excellence de la recherche. Et donc, la nouveauté de Horizon Europe, c'est le Conseil européen de l'innovation qui va être notre instrument pour nous permettre d'investir dans les startups, les PME, enfin toutes les structures qui vont développer les technologies de rupture, les innovations de rupture et qui vont nous permettre, nous l'espérons, de faire émerger en Europe les licornes de demain. Donc, au milieu, il y a donc le pilier 2, qui est le plus important en matière de budget. Vous voyez, donc 53,5 milliards d'euros. C'est le pilier des défis sociétaux et de la compétitivité industrielle et économique. Donc, ce pilier, il est en fait organisé en 6 clusters qui ont une approche plus transversale, plus interthématique que ce qui avait lieu dans Horizon 2020. Et en fait, cette idée du pilier 2, c'est de proposer donc à la communauté européenne, d'une part, quelque chose qui va compléter ce qui est déjà fait au niveau national, mais également, donc, il y a l'idée d'offrir la possibilité de travailler de façon plus efficace, interthématique, à travers les différents secteurs. Le pilier 2, il a été construit avec l'idée qu'il faut vraiment sortir d'un effet silo qui pouvait apparaître parfois dans H2020 et qu'aujourd'hui, c'est vraiment indispensable de travailler à travers plusieurs secteurs. Donc, c'est pour ça qu'ont été créés des pôles extrêmement importants pour encourager les communautés, pour encourager les communautés à travailler ensemble.
On comprend évidemment, enfin vous comprenez assez bien l'intérêt qu'il y a à mettre dans un même panier les notions de transport, d'énergie et climat pour le pilier 5, qui est un pilier aussi considérable, ou alors les notions de numérique, industrie et espace, ce qui est le cas dans le pilier qui nous importe aujourd'hui, donc au cours de ce webinaire, qui est le pilier le plus doté budgétairement, avec un budget de 15,3 milliards d'euros. Voilà. Donc nous allons aujourd'hui nous concentrer sur une petite partie de ce pilier 4. Transparent suivant. Alors avant de rentrer plus avant dans la description du cluster 4, je voudrais juste vous encourager en quelques mots, essayer de vous encourager vraiment à participer. Pourquoi participer à Horizon Europe? Déjà parce que c'est un programme extrêmement large, avec des sujets blancs, donc on l'a vu dans le pilier 1, mais aussi des sujets thématiques orientés, des sujets qui sont vraiment à la pointe des problématiques des recherches actuelles. Donc, c'est un programme qui va de l'accroissement de nouvelles connaissances jusqu'au financement de lignes pilotes, donc qui va sur un très large champ de possibilités de financement. Et c'est aussi un programme qui, comme les précédents, va vous proposer des financements extrêmement attractifs. Et le financement qui est offert par ce programme est beaucoup plus important que ce qui peut être apporté par les financements nationaux ou régionaux. Donc les projets, ils vont être financés sous forme de subventions et en fait, de très nombreux types de coûts vont être pris en charge, notamment les coûts de personnel permanent, ce qui est quand même quelque chose de très important pour la recherche, pour vous, mais aussi la sous-traitance va être prise en charge, les consommables, les équipements, le fonctionnement, etc. Donc, bien évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre et le financement, c'est une chose. Mais maintenant, participer à un programme de recherche Horizon Europe, c'est s'offrir une visibilité considérable vis-à-vis de la communauté internationale. Et c'est aussi la possibilité de renforcer votre réseau. C'est la possibilité de collaborer avec les meilleurs acteurs du secteur et d'accéder à de nouveaux marchés et aussi à de nouvelles zones géographiques. Donc pour résumer, j'espère que vous êtes déjà convaincus que participer à Horizon Europe, c'est la possibilité d'avoir un soutien financier extrêmement conséquent et d'avoir une visibilité, une reconnaissance importante qui vous conduiront ensuite à élargir votre réseau et à participer à d'autres projets. Donc vraiment, je vous encourage à participer à ce programme et à nous solliciter pour vous aider à faire connaissance avec ces différents appels à projets, à monter vos consortiums et à vous encadrer dans le montage de vos projets. Voilà. Transparent suivant. Là, je te laisse la parole, Marie-Christine. Merci Hélène. Alors, donc j'espère que tout le défilement est de nouveau revenu correctement. Pour moi, oui, pour moi, c'est ok, bon. parfait. Ouais, du coup, on va faire un petit focus sur le type de projet en fait qui sont attendus par la Commission européenne dans Horizon Europe. Donc en fait, on vous avait mis ici sur le slide un peu le projet collaboratif type qui est attendu dans Horizon Europe. Donc généralement, les projets ont une durée comprise entre 3 et 4 ans. Des budgets qui tournent autour de 5 à 8 millions. Ça dépend suivant les topics, vous le verrez bien. Un nombre de partenaires, donc c'est des projets collaboratifs avec un nombre de partenaires assez important. Donc généralement, on trouve dans les 8 à 15 participants. Donc à savoir qu'il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de limite. Il y a plutôt une limite basse, une limite inférieure. En fait, pour être éligible, il faut au minimum qu'il y ait 3 entités légales indépendantes dans 3 États membres ou associés au programme Horizon Europe et nouveauté, dont au moins une entité qui est établie dans un des 27 États membres. Donc voilà, au moins 3 entités. Mais après, voilà, on est sur des projets collaboratifs vraiment à grande échelle avec un nombre de partenaires assez important. En ce sens, il faut aussi qu'il y ait une répartition géographique qui soit équilibrée, donc par rapport à la géographie des acteurs, mais aussi par rapport au budget. Il faut que les financements soient aussi répartis
de manière équitable, équilibrée sur le territoire européen du projet. Par rapport au type de partenaire, c'est un peu comme un projet collaboratif donc on peut retrouver au niveau régional ou national ici, donc chez nous en France. On a un cœur du consortium qui est composé en fait de laboratoires de recherche ou de partenaires de recherche, des industriels, donc des entreprises qui peuvent être des techno-providers ou alors des intégrateurs ou et même des utilisateurs finaux des solutions. Et on a aussi un type de partenaires supplémentaires, donc qui sont les partenaires additionnels, où là on retrouve des associations, des autorités locales, des acteurs sociaux. Par rapport à la maturité technologique des projets attendus, on a, donc je vais mettre la petite échelle TRL, donc on attend des projets globalement entre un TRL 3 à 5 qui va jusqu'à 7 généralement. Donc en gros, du développement du prototype jusque des projets qui vont pouvoir mettre en œuvre des démonstrateurs. Donc ici, sur cette slide-là, vous avez un peu un récapitulatif de toutes les actions qui vont pouvoir être financées avec leurs caractéristiques. Donc on a des actions de Research and Innovation Action, donc des actions qui sont de recherche un peu plus amont. Donc là, le but est de développer, voilà, de mettre en place des études de faisabilité, développer des technologies nouvelles, donc que ce soit des produits ou des processus ou services. Pour ce type de projet, on a des financements qui sont de 100% pour peu importe le type de partenaire, que ce soit un partenaire académique ou industriel, avec voilà, des échelles de TRL un peu plus basses. Ensuite, vous allez retrouver les Innovation Action. Là, on a des projets de recherche qui sont avec des maturités technologiques un peu plus avancées. On va parler de production de plans, de mise en place de nouveaux produits, de services, où là, on va vraiment développer du prototypage, pardon, des tests, des démonstrations, des lignes pilotes. Pour ces Innovation Action, on a des financements qui sont de 100% pour les partenaires académiques et suivant les appels du Cluster 4, voilà, 60 ou 70% pour les acteurs industriels. Enfin, on a un dernier type d'action qui sont ce sont les Coordination and Support Action. Là, le but de ces projets-là est vraiment ça va être des projets qui vont être financés pour déployer, mettre en place une standardisation, mettre en place une sensibilisation. C'est vraiment des projets qui se basent sur la communication, sur le réseautage, sur le partage de bonnes pratiques sur les différents territoires européens. Et là, on a des taux de financement qui sont de 100%, quel que soit le partenaire, que ce soit un partenaire académique ou industriel. Et enfin, on vous a aussi mis sur cette slide-là les appels cascade funding ou soutien financier à des tiers. Donc pour les identifier dans le document donc le work programme du cluster 4, vous avez le petit le sigle FSTP qui vous permettra de les identifier. Alors en fait, ce n'est pas des topics qui apparaissent en tant que tels dans le work programme. Ils sont en fait inclus dans des IA ou RIA. Et le but est de financer donc des IA ou RIA, donc des gros projets qui eux-mêmes vont permettre de distribuer des financements en sélectionnant et en faisant eux-mêmes les appels à projets, donc pour financer des appels à projets de plus petite taille. Et dans les destinations donc 4 et 6 qui nous intéressent aujourd'hui, on a quelques-uns de ces appels à cascade funding dans la section réalité étendue. Mes collègues vous en parleront après un peu plus en détail. Voilà, donc ça c'était pour votre information aussi par rapport au cascade funding.
Si on passe maintenant sur la structure générale d'un topic, d'un appel à projet, ici c'est une petite capture d'écran de ce que vous pouvez retrouver dans le gros document du work programme du cluster 4 et même des autres clusters. Vous avez la structure commune qui apparaîtra dans le work programme. Vous allez retrouver la référence de l'appel, c'est un peu son code que la Commission européenne a mis en place pour bien identifier chaque topic. Donc vous voyez que vous avez les CL4, donc là on est bien dans le cluster 4. Après c'est généralement la date de clôture du topic et après sa thématique et puis son code, son numéro. Ensuite, vous avez le titre de l'appel à projet en question, avec entre parenthèses généralement le IA, RIA ou CSA pour identifier le type d'appel, le type d'action qui est attendu. Après, vous avez un petit tableau qui en fait récapitule les conditions de l'appel avec les budgets attendus par projet, le budget aussi de la Commission européenne, donc ce qui vous permettra d'en déduire finalement le nombre de projets qui vont être financés, forcément le type de projet, donc le type d'action financée, et enfin la maturité technologique que devront avoir les projets donc, au début du projet et que les projets devront atteindre à la fin de ceci. Ensuite, vous avez un premier paragraphe, donc les expected outcomes, qui sont en fait l'impact attendu des projets. Donc, c'est vraiment ce que la Commission souhaite que le projet adresse. Et c'est vraiment essentiel à prendre en compte dans la construction du projet. Ensuite, vous avez le scope, donc c'est vraiment le périmètre et les activités qui sont attendues par le projet. Vraiment à bien prendre en compte également, bien lire en détail. Enfin, vous avez aussi pour certains topics des éléments additionnels qui sont attendus. Donc là, ça peut être des collaborations avec d'autres projets, des business plans à fournir, des collaborations avec des pays tiers ou des contributions par rapport à la standardisation. Ils peuvent être assez génériques et peuvent se retrouver dans plusieurs appels. Il faut bien les prendre en compte dès le départ du projet. C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut mettre de côté. En fait, le principal conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment de bien lire l'appel, de bien prendre en compte tous les points qui sont notés et de bien construire le projet autour de cela afin que le projet puisse vraiment répondre à ce qui est attendu, à ce que la Commission européenne attend et forcément ce que vont regarder les évaluateurs des projets lorsqu'ils vont faire la lecture de votre projet. Donc maintenant, je vais faire un petit focus sur le cluster 4 donc de manière un peu générale, et puis les destinations 4 et 6, où là, on va vraiment rentrer dans le détail avec mes collègues Julie et Mathilde pour vous présenter des appels de ces destinations-là qui sont en relation avec les thématiques industrie. Donc par rapport au cluster 4 de manière générale, les appels du cluster 4 ont été construits en suivant les grandes priorités politiques publiques actuelles. Donc on y retrouve bien sûr le Green Deal et Europe for Digital Future. Donc là, le but est vraiment de mêler cette double transition verte et transition numérique. C'est vraiment une double priorité qui se croisent et s'alimentent. C'est vraiment deux aspects qui sont cruciaux et qui devront ressortir dans chaque projet. Et c'est bien important de faire référence à ce contexte actuel lorsque vous allez construire votre projet. Ne pas hésiter à les citer, à bien expliquer en quoi votre projet va pouvoir adresser ces deux transitions, ces deux priorités. Donc là, ici, vous avez la structure générale, l'architecture générale du cluster 4. Donc le cluster 4 est découpé en 6 priorités.
Vous avez en 6 priorités, en 6 destinations. Vous avez donc en fait les 2 premières destinations qui sont clairement adressées, qui adressent clairement les thématiques de l'industrie. Donc voilà, avec des clôtures en septembre et en mars. Par rapport à ces destinations-là, on a fait des webinaires d'information donc la semaine dernière. Donc un pour chaque, un webinaire pour la destination 1 et un autre pour la destination 2. Donc n'hésitez pas à consulter les replays et à revenir vers nous si vous avez quelques questions. Ensuite, par rapport aux thématiques industrie, on les retrouve aussi dans les destinations 4 et 6, donc d'où notre webinaire d'aujourd'hui. En fait, voilà, ces appels, on va avoir des clôtures un peu plus tardivement, donc en octobre et en avril l'année prochaine. Voilà, donc ça c'est un peu la structure générale. On va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail, du coup, avec mes collègues qui vont vous présenter la destination 4 et quelques appels vraiment spécifiques sur les thématiques industrie. Merci Marie-Christine. Donc, comme le disait Marie-Christine, on rentre dans le détail de la destination 4. L'idée ici, c'est de vous présenter les topics qui font le lien sur les thématiques à la fois numériques et industrie, donc en thématiques transverses. On a ciblé 3 sections qu'on va vous détailler juste après. L'idée, c'est bien de rentrer un peu plus dans le détail et de vous montrer en quoi ces appels-là peuvent répondre aussi aux problématiques industrie. Donc, sur la première section, innovation en IA, données et robotique, on a une influence forte du Green Deal qui sera que vous pourrez retrouver dans les topics de cette section. Des propositions aussi qui doivent être au service des travailleurs et de l'optimisation industrielle. Sur la deuxième section, on va parler davantage de capacités cognitives des robots, de la collaboration homme-machine et du réseau européen des centres d'excellence en robotique. Et enfin, sur les technologies habilitantes émergentes, là, on va parler des forums université-industrie sur les technologies habilitantes émergentes, caractérisation avancée pour les nanomatériaux, technologies et dispositifs pour la fabrication bio-intelligente. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail sur le slide suivant. Voilà. Donc, sur la première section, innovation en matière d'intelligence artificielle, de données et de robotique, on peut noter des éléments communs à ces trois topics. La première chose, c'est une implication profonde de toutes les parties prenantes jusqu'aux utilisateurs finaux. Une connexion au réseau des DIH, donc des Digital Innovation Hubs, et une synergie avec d'autres partenariats européens qui est fortement encouragée, avec notamment un topic qui est spécifiquement cité dans le Work Programme, le topic 2021 Human 0102. J'aurais pu également rajouter comme élément commun à ces 3 topics le volet Cascade Fundings, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve ici dans ces 3 appels à propositions. En termes de deadline, de timing, on est sur les 2 premiers appels qui vont se clôturer au 21 octobre de cette année et le dernier sur le call de 2022 au 5 avril. En termes de type d'action, ce sont uniquement des Innovation Actions avec des budgets quasi identiques qui vont de 3 à 5 millions d'euros et des échelles TRL qui partent de 3,5 pour arriver à 6,7. Alors, si on rentre dans le détail maintenant des topics, sur le premier, donc l'intelligence artificielle, les données et la robotique au service du Green Deal. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce topic prend la forme d'un cascade fundings. Et ici, les propositions doivent intégrer et optimiser des solutions d'intelligence artificielle, de données et de robotique, pour démontrer comment elles peuvent contribuer directement au Green Deal. Donc, quand on parle de démontrer, on parle spécifiquement de scénarios d'utilisation
qui touchent des environnements opérationnels réels ou très réalistes. En termes de résultats, ici, on attend donc des solutions innovantes d'IA, de données et de robotique pour l'optimisation des ressources et la minimisation des déchets dans tout type de secteur. Donc, ça peut aller de l'agroalimentaire, l'énergie, services publics, transport, production, etc. On parle également de réduction de la consommation d'énergie et réduction des émissions de gaz à effet de serre. En termes de résultats, toujours, on parle de solutions qui vont permettre de maximiser la contribution au Green Deal dans diverses applications. Par exemple, la gestion de l'environnement, la gestion des déchets. Donc ça peut intégrer des solutions telles que le nettoyage des déchets, la collecte, le tri, et globalement qui peuvent contribuer au Green Deal sur toute la chaîne de valeur de l'économie circulaire. On attend également des solutions d'intelligence physique avancée, performance physique des solutions robotiques, également dans des environnements difficiles, toujours au service du Green Deal. L'idée ici, le point qui est très important, c'est de construire vos propositions en impliquant profondément toutes les parties prenantes, y compris les PME, des fournisseurs de technologies aux industries qui seront utilisatrices de ces solutions, des partenaires sociaux, des experts en évaluation d'impact opérationnel et environnemental, et des utilisateurs d'âge, sexe, milieux différents. À noter également que toutes les propositions doivent intégrer des programmes de formation pour les utilisateurs non experts de ces systèmes. Et on a deux types de propositions qui sont attendues. Premier type de proposition, ça sera des projets ciblés qui vont appliquer une industrie utilisatrice et les fournisseurs de technologies. Sur ce type de proposition, la contribution de l'Union européenne sera d'environ 3 millions d'euros. Deuxième type de proposition avec une contribution plus forte à 5 millions d'euros, ça sera des projets de plus grande envergure, avec un certain nombre d'entreprises dans un secteur d'application donné qui vont identifier des défis, des cas d'utilisation et qui vont organiser donc des appels concurrentiels pour des fournisseurs de solutions afin de relever ces différents défis. Donc c'est là qu'on rentre un petit peu plus dans le détail du cascade funding. Ces appels devront être ouverts à tout type d'entreprise, mais seules les PME et les startups bénéficieront d'un soutien financier via ce topic. Sur le financement, on est à un niveau de 70% pour les PME et 100% pour les startups. Il faut savoir également que quand vous construisez votre projet, votre proposition, il faut qu'il y ait au moins 40% du montant, donc du budget, qui doit être consacré à ce soutien financier, et que le consortium devra également fournir un soutien technique avec une expertise en matière d'intégration d'ingénierie, de tests et de validation pour aider donc toutes ces PME et ces startups sélectionnées, qui vont ensuite œuvrer comme fournisseurs de techno pour les aider à démontrer la valeur ajoutée de leur solution. Voilà, et puis après, bon, ça, vous le verrez également dans l'appel, et je vous le dis sur ce topic-là, mais globalement, c'est présent dans tous les topics. La méthodologie que vous allez proposer doit être étayée par des indicateurs clés de performance qui sont évidemment pertinents pour l'industrie que vous ciblez, qui vont justifier de la valeur ajoutée des technologies qui seront développées et de leur potentiel de déploiement. Et enfin, à noter également que toutes les incidences environnementales des solutions proposées doivent également être prises en compte. Voilà sur le premier topic, donc le Digital Emerging 0109. On passe au Digital Emerging 0110, où là, on va se concentrer sur l'IA, la data et la robotique au travail. Sur le même schéma que le topic précédent, on est également sur du cascade funding où les bénéficiaires vont apporter un soutien financier à des tiers sous la forme de subventions. Et à noter également que ces subventions accordées à ces tiers
peuvent inclure des composants robotiques qui vont nécessiter un investissement matériel ou un effort important pour les intégrer. Donc là, le topic mentionne spécifiquement un montant maximal à accorder à chaque tiers qui sera de 200 000 €. Les propositions doivent démontrer comment ces solutions d'intelligence artificielle, de data, de robotique peuvent aider les travailleurs dans leurs tâches quotidiennes et améliorer leurs conditions de travail à la fois sur le volet physique et social. Améliorer la performance et l'efficacité au travail tout en tenant compte de la sûreté, de la sécurité et de la résilience. Sur le même modèle aussi que tout à l'heure, on attend 2 types de propositions. D'abord des projets ciblés pour une contribution d'environ 3 millions d'euros qui vont impliquer donc une industrie utilisatrice et ses fournisseurs de technologies. Et ensuite donc des projets de plus grande envergure avec une contribution d'environ 5 millions d'euros. Et sur le même modèle donc avec des contributions, des cascades fundings, des appels concurrentiels qui vont permettre d'aider à la fois des PME et les startups avec un soutien financier sur le même modèle, 70% PME, 100% pour les startups, et toujours 40% pardon, du budget de votre projet qui doit être consacré à ce financement. Voilà, à noter qu'un seul type de projet tiers aussi sera financé par cas d'utilisation. Donc ça, c'est quelque chose qui sera défini dans le cadre des cascades funding que vous allez monter. À noter également, mais ça je vous l'ai cité un petit peu en introduction aussi, l'implication des parties prenantes du secteur d'application est très très importante, y compris partenaires sociaux, travailleurs, gestionnaires, décideurs. Tout ça, toute cette implication, c'est vraiment un élément clé des propositions, non seulement pour identifier les besoins, les scénarios d'application, mais aussi pour participer à tout ce qui est co-création, essai et adoption des solutions, et fournir derrière aussi un retour d'information pour adapter ces solutions et optimiser l'impact sur les conditions de travail des travailleurs et leur performance. Concernant les secteurs d'application, donc la sélection des secteurs d'application doit donner la priorité aux secteurs et aux cas d'utilisation où la technologie peut démontrer un réel impact et une valeur ajoutée maximum. Et enfin, donc, ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit. Globalement, les industries utilisatrices sont censées jouer un rôle majeur dans toutes les phases de définition des besoins et de validation de ces technologies. Je vous l'ai cité également en introduction. Globalement, les propositions que vous allez monter sur ce topic doivent prendre en compte des partenariats ou des synergies avec d'autres projets. Donc là, c'est vivement encouragé, notamment avec le topic que je vous ai cité, le Human 0102. Sur le troisième topic, donc sur l'Emerging 0105, on va parler ici donc d'intelligence artificielle, data et robotique pour l'optimisation de l'industrie. Même modèle que tout à l'heure, cascade fundings. Sur les mêmes critères. Donc ici, les propositions doivent intégrer et optimiser des solutions d'IA, de data et de robotique afin de démontrer comment elles optimisent les cas d'utilisation dans la production et les services. Ici, on parle aussi d'aborder des scénarios de cas d'utilisation dans des environnements d'exploitation qui sont réels ou très réalistes. L'objectif, c'est de rendre l'IA, les données et la robotique plus autonomes pour l'industrie, donc de permettre et de stimuler le déploiement à grande échelle des technologies qui seront développées, des technologies européennes. Fournir donc des technologies plus autonomes, plus intuitives, plus faciles à utiliser, qui seront adaptées aux besoins de l'industrie que vous allez cibler et qui va garantir donc à la fois des niveaux de performance, de fiabilité, de sûreté, de sécurité et de transparence. Sur la partie solutions d'IA en tant que telle, donc on attend des solutions fiables qui vont pouvoir combiner diverses sources de données, de capteurs, d'interactions et globalement d'informations pour relever donc les défis que vous allez cibler dans vos propositions.
Sur la partie développement en matière de capteurs, d'actionneurs et de mécanismes, on parle de solutions qui seront à faible consommation d'énergie, ainsi que des nouvelles sources d'énergie et de batteries qui seront exploitées pour garantir l'autonomie énergétique de la robotique. Donc, en termes de résultats, on attend une contribution à au moins l'un des deux résultats que je vais vous citer. Faire progresser l'intelligence artificielle des données et la robotique et l'automatisation pour optimiser les chaînes de valeur de production, optimiser la réalisation de produits, de services, de procédés, globalement pour accroître la compétitivité et améliorer les conditions de travail, la durabilité environnementale et soutenir globalement l'économie. Et le deuxième point, donc, c'est développer des systèmes d'IA ou d'apprentissage qui vont adapter les flux de production à des environnements changeants, à des contraintes qui vont être dynamiques et imprévisibles, et également qui mentionne également un point important qui est le transfert de résultats d'un domaine à un autre. Les propositions doivent se concentrer sur des cas d'utilisation spécifiques pour démontrer à la fois les avantages et des cas d'utilisation intersectorielle qui sont encouragés sur le même modèle que les topics précédents. Et à noter également que les propositions doivent aussi aborder les questions non techniques qui vont entraver l'adoption de ces solutions. Par exemple, les aspects éthiques qui vont être liés au remplacement éventuel d'opérateurs humains, tous les aspects de confiance, de collaboration, de coopération homme-robot, évidemment sécurité et sûreté de ces collaborations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc là on attend une démonstration de cette valeur ajoutée au moyen de démonstrateurs opérationnels au niveau de TRL 6.7 et les propositions doivent clairement identifier aussi le secteur sur lequel elles se concentreront. Deux types de propositions attendues sur le même modèle que tout à l'heure, des projets ciblés avec une contribution de 3 millions d'euros, impliquant l'industrie utilisatrice et les fournisseurs de technologies, et des projets de plus grande envergure, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec une contribution d'environ 5 millions d'euros. Toujours sur un soutien financier 70% PME, 100% start-up et 40% de votre budget alloué au financement, donc financement à des tiers. Voilà ce que je peux vous dire. Peut-être aussi bien rappeler le lien, les connexions qui doivent être faites dans vos propositions avec notamment les DIH. Tout type de partenaires, les synergies qui doivent être faites avec tout type d'autres partenariats européens, toujours ce même topic qui est cité, et évidemment la contribution forte au Green Deal. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, on enchaîne. Je ne vois pas la slide, mais je ne sais pas si ça a été changé ou pas. C'est sur les robots, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle y est. Elle y est. Bon, très bien. Donc, c'est... Ah voilà, la voici. Donc, la section qui suit, donc les robots déployables de demain, efficaces, robustes, sûrs, adaptables et fiables. Sur les éléments communs qu'on peut noter, donc les principes de confiance de l'intelligence artificielle qui sont bien spécifiés dans chaque topic. Toujours la connexion au réseau DIH et toujours ces synergies à rechercher avec d'autres partenariats européens. En termes d'appels, on a ici donc un appel qui va se clôturer en 2021, deux en avril 2022, sur des budgets globalement qui varient entre 4 et 6 millions d'euros. Deux topics qui sont des RIA et un qui sera plutôt une Innovation Action. Si on rentre un petit peu plus dans le détail du premier appel, le 0111, où on
parler ici de repousser les limites de la cognition robotique. Alors, dans ce topic, globalement, les propositions doivent permettre de développer des technologies et des systèmes qui vont améliorer considérablement la capacité cognitive des robots, afin d'atteindre des niveaux d'interaction et d'autonomie plus élevés que les niveaux existants. Donc, on va ici développer des technologies habilitantes qui étendent l'état actuel de l'art en matière de perception, cognition, interaction des actions robotiques et développer des outils nouveaux pour la conception et la configuration de robots et de systèmes robotiques qui auront pour objectif d'accélérer le processus d'intégration et ainsi réduire le temps nécessaire au déploiement de ces solutions. Sur vos propositions, on notera qu'il faudra bien reprendre évidemment tous les aspects de fiabilité, sécurité, éthique et confidentialité dès la phase de conception de la technologie, avec le développement donc d'une robotique qui sera autonome, capable de faire face à des situations inconnues, de s'adapter à long terme et de combiner globalement tout ce qui est surveillance, apprentissage, planification et action afin d'évoluer dans des environnements difficiles sur des périodes de temps qui seront plus longues que l'existant. On a aussi un point important sur l'acceptation des robots par rapport aux actions humaines, avec des modèles de planification élaborés, comportementaux, centrés sur l'homme, et en adoptant des approches qui seront multidisciplinaires, avec un point assez important sur tout ce qui est sciences humaines, participation de l'utilisateur final à la conception des solutions, en tenant bien en compte les facteurs donc, humains et l'interaction qui se fera à travers ces projets. On a deux types de propositions qui sont attendues. Soit axées sur un niveau d'autonomie plus élevé, qui vont donc prévoir une dépendance moindre à l'égard de la supervision humaine, soit axées sur la collaboration homme-machine. Dans chaque cas, proposition 1 ou proposition 2, ce qu'on recherche et ce qui doit être démontré ici, c'est l'amélioration cognitive des robots par au moins 3 scénarios du monde réel, avec à l'appui des indicateurs clés de performance, des démonstrateurs, des analyses comparatives et un suivi des progrès. Et ici, l'objectif est bien d'arriver à atteindre les niveaux de TRL 4 et 5 à la fin du projet. Le premier type de proposition, comme on le disait tout à l'heure, l'objectif c'est de développer le niveau d'autonomie. On parle ici donc de perception avancée, de capteurs intelligents, d'interaction intelligente, de raisonnement et d'apprentissage, d'interprétation et de compréhension aussi renforcée sur des environnements complexes du monde réel. L'anticipation de l'effet de ces actions, l'adaptation, la replanification le cas échéant, la sûreté évidemment et la sécurité. Voilà, je pense que je peux vous dire là-dessus. Oui, dans la mesure du possible aussi, il est indiqué que les propositions doivent s'appuyer sur des résultats publics des actions qui ont été financées précédemment et réutiliser ces résultats et toujours faire un lien important avec d'autres types de partenariats européens et avec les réseaux DIH. On parle ici aussi beaucoup de capitaliser sur les résultats, mais aussi partager les résultats et globalement améliorer les bonnes pratiques sur ce sujet. Et toujours donc cette synergie avec le topic que je vous ai cité. Sur le deuxième sujet, où là on va parler de repousser les limites de l'intelligence et des performances physiques. Donc, ce qu'on attend ici, ça sera des propositions qui vont se concentrer sur les technologies et les systèmes qui vont étendre de manière significative les capacités physiques des robots, au-delà de l'état de l'art.
Donc, quand on parle d'améliorer les performances physiques des robots, on parle par exemple d'amélioration de la robustesse, de la résilience, de l'efficacité énergétique pour fonctionner en toute sécurité et de manière autonome pendant de plus longues périodes, d'augmentation de la vitesse et également de fonctionnement en conditions physiques extrêmes, que ce soit sous l'eau, sur des terrains accidentés, dans des conditions climatiques difficiles, etc., etc. En termes de concepts de robotique innovants, on parle par exemple de robotique collaborative, modulaire et distribuée, hautement reconfigurable, souple ou minutarisée, je vais y arriver, qui vont permettre donc de s'adapter aux transformations de l'industrie et de la société. On parle aussi de propositions qui vont étudier des nouvelles approches scientifiques ou repousser les approches existantes pour améliorer donc ses capacités physiques, bien s'adapter aux besoins des industries, de l'industrie globalement et des services du secteur qui seront ciblés. Et en termes de principes innovants, on parle ici par exemple de robotique douce, robotique reconfigurable, modulaire, etc. Il est noté également, il est bien spécifié que les propositions doivent repenser les corps des robots avec des interactions améliorées pour atteindre ces capacités nouvelles, à la fois sur de la navigation, sur de la manipulation plus puissante, plus rapide, plus précise et plus sûre. Donc, la forme des robots peut varier de la miniature à la grande échelle, de la structure souple à la structure rigide, sur des manipulateurs qui vont s'adapter à des robots terrestres, aériens, marins, in vivo, etc. Et après, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais toujours ce lien fort avec les DIH, avec d'autres partenariats européens. Et enfin, sur l'Emerging 0107, donc le troisième topic de notre section, on va parler aussi ici des capacités robotiques accrues qui seront démontrées dans des secteurs clés, où là, on retrouve un format de cascade fundings sur ce topic, avec l'objectif donc d'arriver à des démonstrateurs qui vont être capables de démontrer la valeur ajoutée de la robotique et de ses performances pour relever des défis dans les secteurs d'application que vous allez cibler. Que ça soit par exemple sur des tâches dangereuses, des tâches ennuyeuses, des tâches pénibles pour l'homme ou dans des environnements extrêmes. On cherche ici à développer des systèmes qui vont être capables de démontrer des performances supérieures à celles de l'homme sur ces tâches complexes, avec un impact élevé dans des secteurs clés. On est toujours sur des niveaux élevés d'adaptation et de flexibilité. On parle de systèmes qui vont être capables de faire leurs preuves sur des niveaux élevés de réactivité lors des interactions homme-robot, robot-robot, et des propositions qui doivent se concentrer sur des cas d'utilisation, sur des secteurs qui vont montrer le plus de valeur ajoutée, le plus d'impact. Ici, donc, on cherche à démontrer cette performance dans des scénarios de cas d'utilisation qui vont arriver aux échelles TRL 6-7 en prenant bien en compte les besoins et les attentes des utilisateurs finaux dans des environnements opérationnels très réalistes et axer également les propositions sur des approches concrètes de résolution de problèmes. Avec donc en face des technologies et les technologies robotiques les plus appropriées. Sur les espaces de travail partagés, une notion très forte évidemment de sûreté, fiabilité et efficacité. Et enfin, on reparle également ici des aspects socio-économiques et des facteurs humains qui peuvent limiter ou réduire l'utilisation efficace des robots. Et donc, la nécessité de bien centrer les propositions sur l'homme, sur des critères socio-économiques, sur de la co-conception, de la co-création, pour globalement contribuer à un développement durable de ces nouvelles technologies.
Voilà ce que je peux vous dire. Et sur le volet Cascade Fundings, on est toujours sur les mêmes critères de 70% de financement pour les PME, 100% de financement pour les startups, avec cette fois-ci un minimum de 20% du budget de la proposition qui sera consacré au Cascade Fundings. Voilà, et toujours le lien des IH, le lien avec d'autres partenariats européens, que ce soit dans les destinations 1, 3, 4, 6 ou tout autre partenariat qui sera pertinent dans le cadre de ce sujet. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette section. Et je pense laisser la parole à Mathilde, il me semble. Oui, Oui. merci Julie. Donc, la dernière section de ce cluster 4 qu'on a sélectionné pour vous, c'est celle qui porte sur les technologies habilitantes et émergentes. Alors, on a retenu un seul appel à proposition qui, pour nous, offre un vrai lien avec le manufacturing, avec l'industrie. Ceci étant dit, selon vos objectifs et vos intérêts individuels, vous pouvez bien sûr aller voir les autres domaines les autres sujets du cluster 4, destination 4 et 6. Alors pour ce sujet, il est donc ouvert sur l'année 2021 avec une clôture au 21 octobre. On est sur une action de recherche et innovation avec un budget de 5 à 7 millions d'euros et un niveau de TRL relativement bas puisqu'on part de 2 pour aller jusqu'à 4. La commission va retenir 4 projets sur cette ligne. Et donc, ce sujet Emerging 1 27 va porter en fait sur la transformation biologique de l'industrie via le développement donc, de ces technologies habilitantes et émergentes qui vont utiliser des composants biologiques ou technologies qui interfèrent avec un interface, un système biologique intelligent. Donc, on va attendre ici des collaborations entre différentes disciplines comme la bio-ingénierie, la biologie, le manufacturing, les sciences humaines et sociales. Et la commission nous donne quelques exemples d'activités. Donc, la liste est ouverte. On a le biomimétisme, les systèmes et matériaux bio-inspirés, métrologie, caractérisation, la synergie entre la nanotechnologie et la biotechnologie, les biocapteurs, les bioactuateurs, etc. Enfin, j'attire votre attention sur le fait qu'on va vous demander de travailler au traitement de données et au big data, l'intégration de ces éléments pour favoriser cette transformation biologique. Alors voici, voilà, on vient de terminer avec les sujets de la partie de la destination 4 qui concerne l'industrie. On va maintenant passer donc à la destination 6 où à nouveau on vous a fait une sélection. Donc dans cette destination, on est à nouveau vraiment sur les technologies numériques et leur développement et on a gardé l'aspect industrie. On est sur des technologies qui vont vraiment avoir un lien avec l'humain ici. On va retrouver vraiment de l'humain partout. C'est le point d'entrée par rapport à notre destination précédente. Donc, on a conservé la première des sections, l'intelligence artificielle basée sur la confiance, où ici, on va regarder les aspects de robustesse, d'efficacité énergique, de transparence, de sensibilisation, de normalisation et l'adoption de l'intelligence artificielle. Et on va aussi regarder des solutions d'intelligence artificielle améliorées qui vont répondre aux exigences industrielles, donc notamment précision, sécurité, répétabilité, robustesse, résilience et sécurité. Ensuite, on a 2 autres sections, dont une section sur la réalité étendue, où ici, on va voir à la fois le développement de ces technologies à proprement parler, dont des applications industrielles. Et puis, on va aussi regarder, aller tester, on va avoir des interactions homme-machine dans des environnements réels. On va demander d'inclure de nombreux participants dans le projet, des utilisateurs. Donc des environnements réels, mixtes, augmentés et virtuels. On va avoir une plateforme européenne de référence sur l'apprentissage et l'enseignement qui utilise la réalité augmentée.
Et puis, enfin, on a une dernière section qui va porter sur les approches systémiques pour tirer le meilleur parti des technologies au sein de la société et de l'industrie. Donc là, on est plutôt sur des sujets assez transverses. On va avoir des aspects propriété intellectuelle pour la recherche et l'innovation, des aspects normalisation aussi, notamment pour renforcer la compétitivité. Et puis, des collaborations industrie avec les communautés locales et le milieu universitaire. Et enfin, un sujet très d'actualité sur les compétences de la main-d'œuvre pour l'industrie 5.0. Donc, je vais redonner la main à Julie pour notre première section sur l'IA basée sur la confiance. Merci Mathilde, c'est moi. Pardon, Marie-Christine. C'est très bien. Alors oui, je vais vous parler de la section IA basée sur la confiance. Normalement, c'est bon, ça continue toujours à défiler, hein. Donc ici, vous allez retrouver en fait des topics donc des Research and Innovation Action et des CSA. Donc le but en fait ici est de traiter tous ces aspects intelligence artificielle, donc basés sur la confiance. Vous avez le premier topic donc, qui clôture en octobre de cette année, qui va financer en fait 9 projets et les budgets par projet attendus sont de 4 millions d'euros. Donc ici, on attend vraiment des projets sur les sujets autour de l'excellence scientifique au service de la compétitivité industrielle. Donc c'est des projets un peu plus amont, comme je vous le disais, qui vont devoir proposer des solutions d'IA améliorées, transparentes, plus vertes, répondant aux exigences industrielles, que ce soit aussi en termes de précision, de sécurité, de répétabilité, de robustesse, de résilience, de sécurité. Donc avec vraiment tout un panel d'attentes sur ces sujets et de solutions d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment des projets un peu amont. Après, sur le second topic, vous avez la Commission européenne qui attend donc de financer 2 projets de Coordination and Support Action avec des budgets un peu plus importants. Donc là, le but est vraiment de mettre en place un partenariat public-privé efficace en matière d'IA, donc par rapport aux données et à la robotique qui en découle. Mais aussi en fait de renforcer les liens entre les initiatives en matière d'IA, de données de robotique dans H2020, dans Horizon Europe et dans le programme Digital Europe, donc avec les autres projets. Donc là, le but est vraiment de travailler en collaboration avec d'autres projets. Les projets attendus ici devront démontrer qu'il faut développer de manière accrue l'utilisation de l'IA afin de mettre en place cette gestion de données et ces robotiques dignes de confiance dans les marchés publics et privés. Sous ce topic, la Commission européenne attend également la mise en place de méthodes de normalisation de l'IA et donc l'IA digne de confiance et aussi éthique afin de favoriser l'industrie de l'IA, des données et de la robotique pour soutenir le cadre réglementaire de la Commission européenne. Les 2 autres topics qu'on vous a listés ici, donc les 2 derniers, en fait attendent des projets aussi de recherche un peu plus amont. Donc ce sont des RIA. Vous voyez que le Human 0103 a une date de clôture en octobre. Un projet sera retenu, donc avec un budget assez important de 9 millions d'euros. Et le second, on a donc le dernier topic, le 0102, a une date de clôture en avril de l'année prochaine, où là, ce sera aussi des budgets assez importants par projet, et la Commission européenne financera 3 projets sur ce topic-là. Donc là, les
projets devront permettre en fait de renforcer la communauté européenne unifiée autour de l'IA, de permettre les progrès scientifiques en matière d'IA, de relever les principaux défis qui entravent en fait son déploiement. Et afin de structurer les activités, les propositions devront être axées en fait sur les défis scientifiques ou technologiques qui sont importants et qui présentent un intérêt pour l'industrie et la société et pour lesquels l'Europe fera la différence en s'appuyant bien sûr sur les points forts ou en renforçant ses connaissances pour combler les lacunes critiques. Dans le dernier topic, le but est vraiment de mettre en place tout cela, mais aussi également d'appuyer son développement à travers l'Europe pour vraiment avoir un rayonnement au niveau européen et de déployer ces activités sur différents territoires. Donc voilà pour les quelques topics qui ont des thématiques industrie dans la section IA basée sur la confiance. Donc là, je vais passer la main à Mathilde, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. Pour cette section suivante. Voilà, donc pour la section sur la réalité augmentée, donc on a 5 appels ici en 2021. En vert, je vous ai mis FSCP, ce sont en fait les appels cascades, Financial Support to Third Parties. On en a, comme on l'a évoqué précédemment, un assez grand nombre en fait dans cette section. Donc pour 2021, toujours une clôture au 21 octobre. Donc vous voyez, on a une répartition assez hétérogène hein, des niveaux de recherche, des niveaux de maturité technologique entre ces différents sujets, puisqu'on va avoir 2 RIA. Alors, on a peut-être un décalage sur les niveaux de TRL. Bon, en tout cas, on a des niveaux qui vont de 2 à 5. Et puis ensuite, on va avoir des sujets qui vont aussi finir sur des TRL 7, 6, 7 ou 8. Voilà, donc je vais vérifier les informations qu'on vous transmettra par écrit par la suite. On a des budgets qui sont intéressants. Alors, on a une CSA qui, elle, est à 2,5 millions d'euros. Mais sinon, on va quand même jusqu'à 8 millions d'euros pour nos Innovation Action. Alors, on a un premier sujet, Extended Reality Modeling, qui va concerner ici le développement de modèles de réalité étendue, pré-entraînés et capables de s'adapter à une grande variété de formes d'expression, d'interaction, de langage, de domaines, de styles et d'intentions. Donc, en fait, il s'agit de développer des domaines qui contribueront à la compréhension générale des environnements et des connaissances, des préférences, des croyances, des capacités, des intentions et des objectifs des utilisateurs. Donc, on va démontrer ici l'adaptation et la généralisation des modèles de réalité étendue, et notamment par l'intégration de connaissances structurées. On va en fait développer des solutions qui seront capables de mener une véritable interaction de type humain, et cette interaction se fera avant, pendant et après une expérience de réalité étendue. Donc, on va également vous demander d'intégrer des solutions dans plusieurs scénarios d'utilisation de la réalité étendue, tels que les médias, la téléprésence collaborative, l'apprentissage, les assistants personnels ou la recherche d'informations. Donc ici, le Cascade Funding va concerner 20% du budget proposé par la Commission européenne. Sur notre deuxième sujet, donc le 14, on va avoir une focalisation sur les utilisateurs qui ont une défaillance visuelle. On est vraiment sur cette population-là. Et il s'agit de mettre au point un dispositif pleine page abordable, portable et utilisable, qui soit capable de transmettre et saisir des informations numériques en braille et en graphique tactile pour ces personnes. Donc, on va devoir développer des solutions fiables, robustes et sûres en répondant à leurs besoins et à leurs préférences. Donc, il faudra évidemment que ces personnes soient associées à toutes les étapes de la recherche et du développement dans le projet.
On va demander à ce que les solutions soient interopérables avec d'autres appareils de technologie de l'information et de la communication, et notamment avec d'autres technologies d'assistance. Il vous sera également demandé de fournir des API ouvertes pour une utilisation par des tiers et pour permettre une rétrotraduction du braille ou des graphiques tactiles en texte ou en images pour qu'il puisse y avoir une coopération entre les personnes malvoyantes et les personnes voyantes. Sur notre sujet 25, on va ici vous demander de fournir des solutions de réalité étendue à faible coût et largement disponibles. Et il va s'agir pour ça de tirer parti des normes et des technologies ouvertes existantes dans ce domaine et de combiner les interactions homme-machine et tous les environnements réels, mixtes, augmentés, virtuels, aussi l'accessibilité, les réseaux, la sécurité et la confidentialité. Donc, on va proposer des solutions qui sont de préférence de téléprésence collaborative. Et à nouveau, on va demander de faire un test en environnement réel en appliquant un grand nombre d'utilisateurs finaux. Ici, on a à nouveau du cascade funding avec une part de budget relativement importante puisqu'on est sur 50% de l'enveloppe totale qui va être destinée à ces sous-appels. Le numéro 6, qui est donc une action d'innovation, où on va avoir deux types d'innovations attendues à adresser. Alors, soit le développement de nouveaux outils modulaires, de composants ou de services pour des applications de nouveaux médias. Donc, ces outils et composants devront adresser pour ces nouveaux médias les aspects techniques, organisationnels, commerciaux et juridiques de la gestion et de l'utilisation des données. Et l'autre type d'innovation qui est attendue, c'est le lancement d'un Media Lab. Et donc, c'est un Media Lab qui devra favoriser l'innovation et les nouvelles solutions dans le domaine des médias, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Donc ici, on va jusqu'à 70% du budget qui doit servir à faire des appels en cascade. Enfin, on a donc notre dernier sujet qui est une CSA et qui va adresser ici les nouveaux risques éthiques de sécurité et de confidentialité qui sont liés à la réalité augmentée. Donc voilà pour nos appels 2021 et pour 2022 sur cette section, on va en avoir deux. Voilà, donc ici la deadline au 5 avril. On a une IA à 5 à 8 millions d'euros, une RIA qui a le même budget. Et puis donc, voilà, on est sur des niveaux de maturité technologique assez éloignés, puisqu'on en a une qui commence sur des niveaux assez fondamentaux et l'autre qui va jusqu'au TRL 7. Donc, notre premier sujet qui va porter sur le fait de développer et de démontrer des nouvelles technologies. Ici, on attend des applications qui devront être industrielles et sociétales. Et elles devront combiner les interactions homme-machine avec des environnements réels, mixtes, augmentés et virtuels, qui visent à augmenter les capacités des utilisateurs et des machines et à fournir une solution transparente et durable. Donc, on va travailler sur des interactions sûres, sécurisées, éthiques et fiables. Et on va à nouveau inclure les utilisateurs finaux dans cette recherche qui se veut transdisciplinaire et qui inclut du coup notamment les sciences humaines et sociales. On va demander ici de fournir des scénarios qui soient bien conçus et entièrement testés dans un environnement réel. Et notre dernier sujet, donc, pour cette section, qui à nouveau porte sur du cascade funding. Ici, il s'agit de développer une plateforme européenne de référence sur l'apprentissage et l'enseignement utilisant la réalité étendue. Donc, l'idée, c'est d'abord de développer, d'appliquer et de tester l'utilisation de ces technologies dans l'éducation. C'est l'objectif premier de cette plateforme. Donc, on vise notamment la formation de jeunes professionnels et le perfectionnement des compétences
notamment le manufacturing et l'ingénierie. Donc, une des raisons pour lesquelles on vous a mis cette ligne. Et puis aussi l'apprentissage à distance et l'apprentissage mixte, l'accessibilité et l'inclusion. On va aussi pouvoir s'en servir pour les excursions virtuelles, la création et l'exploration de contenu, et puis la sensibilisation, notamment par exemple le changement climatique. Donc ça, c'est pour le premier objectif de cette plateforme. Et elle devra aussi, ce qu'on va vous demander, c'est qu'elle soit accessible aux enseignants, aux élèves, aux parents et à l'administration scolaire pour qu'ils y trouvent des solutions pédagogiques adaptées aux besoins éducatifs. Donc, on est sur la centralisation de toutes ces solutions pour ces communautés-là. Et cette plateforme, elle doit aussi servir de point focal pour la communauté EdTech et la communauté réalité étendue pour qu'elles puissent partager et commercialiser ces solutions éducatives numériques. Voilà, donc ça c'est pour le développement de la plateforme elle-même, et on va également demander à ce qu'il y ait des liens qui soient développés avec d'autres plateformes et avec des groupes d'utilisateurs potentiels. Voilà, donc je vous disais qu'il y a du cascade funding. Ici, il va concerner de manière plus spécifique la progression des prototypes des startups numériques, des PME et des industries actives dans ce secteur. Donc j'en ai terminé pour la section réalité étendue et je vais donc passer le relais pour la section suivante. Merci Mathilde. Donc voilà, on va continuer avec la section sur les approches systémiques pour tirer le meilleur parti des technologies dans la société et dans l'industrie. Donc voilà, thématique qui nous intéresse fortement aujourd'hui. Vous avez ici 6 topics voilà, qui sont principaux pour cette section et qui nous intéressent principalement aujourd'hui par rapport à l'industrie. Les 4 premiers topics, vous voyez que ce sont des Coordination and Support Action. Donc le but sera de développer la sensibilisation, la communication, le réseautage, le dialogue entre les différentes parties prenantes. Vous voyez également que les budgets des projets ne sont pas très énormes et qu'il y aura un seul projet retenu donc par la Commission européenne à chaque fois. Mais voilà, l'idée est vraiment de mettre en place des projets assez importants de partage de connaissances et autres. Donc, c'est vraiment des projets intéressants et à regarder de près pour que ce soit déployé de manière plus large au niveau de l'Europe de manière générale. Voilà, on reviendra plus tard, mais les deux derniers topics sont vraiment des topics un peu plus voilà, sur les thématiques recherche. Donc on va s'intéresser au CSA tout d'abord. Donc le premier topic, donc le 0117, porte en fait sur la sensibilisation à l'importance de la propriété intellectuelle pour la recherche et l'innovation en Europe. Le but est de développer voilà, une sensibilisation accrue des producteurs de connaissances à l'importance de la génération, de la protection, de la gestion également et de l'utilisation de la propriété intellectuelle pour le développement de technologies clés et l'obtention de la souveraineté des chaînes de valeur stratégiques en Europe qu'on retrouve bien sûr dans l'industrie, dans les industries. Les projets ici devront en fait montrer que les écosystèmes d'innovation ouvertes sont plus forts en fournissant des conseils et des exemples en fait de meilleures pratiques sur la façon d'utiliser la propriété intellectuelle. Les projets aussi devront montrer qu'une utilisation accrue et optimisée des actifs intellectuels des projets développe et renforce l'innovation à haute valeur ajoutée, donc à de haut niveau pour l'économie et la société. Le second topic, donc le 0118, traitera de la normalisation pour renforcer la compétitivité de l'industrie européenne. Le projet attendu devra en fait bien montrer que
qu'il faut renforcer les liens entre la recherche et l'innovation et la normalisation, en veillant à ce que la normalisation fasse partie intégrante du paysage européen, des projets européens de la recherche et de l'innovation. De montrer aussi et de faciliter en fait l'entrée sur le marché des solutions innovantes qui pourraient répondre à des défis sociétaux majeurs actuels comme bien sûr le changement climatique et la numérisation. Le projet devra aussi promouvoir la normalisation en tant qu'outil important et crucial pour renforcer davantage l'avantage concurrentiel de l'industrie européenne. Et enfin, de contribuer à l'élaboration de normes souples en identifiant les principaux goulets d'étranglement du processus de normalisation actuel. Le troisième topic, donc le 0119, en fait, attendra un projet qui permettra de tester des solutions innovantes à la demande des comités locales. Le but, en fait, est vraiment une plus grande adoption par la société des nouvelles technologies, des solutions fondées sur la connaissance, grâce à une meilleure compréhension des besoins sociétaux et à une plus grande adaptation par la société à ces nouvelles technologies. En fait, une augmentation de l'innovation et de l'expérimentation au niveau local grâce à l'essai d'une centaine de nouvelles solutions innovantes en partenariat avec les villes et les collectivités locales, permettra cette mise en place de recherche par rapport à l'industrie et ça permettra de tirer parti des caractéristiques et des atouts locaux pour le développement de ces nouvelles technologies. Enfin, on attend aussi une capacité d'innovation accrue dans toute l'Europe grâce à des nouveaux modèles de co-création, d'échange de bonnes pratiques, d'apprentissage par l'expérimentation, afin que les solutions innovantes soient partagées, adaptées aux besoins des collectivités et des communautés locales, en évitant bien sûr les solutions un peu toutes faites, toutes prêtes. C'est vraiment le but est de co-créer avec les communautés locales. Le quatrième topic, donc le dernier CSA de cette section qu'on a sélectionné pour vous, donc le 0120, souhaite en fait encourager les échanges de connaissances entre l'industrie et le monde universitaire, mais axé sur les besoins de l'entreprise, des entreprises. Les projets devront ainsi démontrer que les écosystèmes industriels sont plus forts en Europe grâce à une collaboration renforcée entre l'industrie et le monde universitaire, ça permettra de mettre en place une meilleure utilisation du vivier européen de talents, de compétences pour aider l'industrie européenne à fournir des solutions innovantes. D'améliorer aussi les compétences entrepreneuriales et transversales des étudiants universitaires en leur offrant une exposition précoce, une exposition intéressante par rapport à un environnement commercial réel et à la résolution de problèmes actuels. Ainsi, la compétitivité de l'industrie européenne sera boostée et ceci en facilitant l'accès aux connaissances et aux talents. Donc tout ça au service de la société et de l'industrie. Enfin, comme je vous disais, les deux derniers topics de cette slide sont des projets un peu plus vont financer des projets un peu plus axés sur la recherche. Donc le topic 0121 financera 3 projets de budget de 2,8 millions et le dernier financera un projet de 5 millions d'euros. Donc le topic 0121 permettra en fait de mettre en place des expériences d'utilisation et de conception guidées par l'art. Le but est de stimuler en fait l'adoption de nouvelles technologies numériques dans les secteurs sélectionnés
donc les secteurs comme la fabrication verte, la mobilité, l'urbanisme, la santé, l'agriculture, l'énergie et le space, donc ça c'est vaste. Mais donc de stimuler l'adoption des technologies numériques dans un secteur sélectionné par le biais d'expérimentations artistiques visant à relever les défis sociétaux, commerciaux ou de durabilité dans le secteur choisi, dans les secteurs choisis. Les projets devront aussi permettre en fait l'acceptation sociétale, donc par la société, des nouvelles technologies grâce à un développement artistique des technologies numériques. Enfin, sur un autre sujet, le dernier topic traitera en fait des compétences de la main-d'œuvre pour l'industrie 5.0. Ici, on attend des évaluations quantitatives et qualitatives de la nature des transformations de l'emploi dans le contexte de la 4e révolution industrielle, avec des estimations et des cartographies des professions émergentes en Europe. Le projet retenu devra en fait étudier les impacts sociaux et économiques générés par les technologies disruptives émergentes, comme par exemple l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la blockchain, le big data, l'Internet des objets, la 5G, etc. Les projets devront en fait étudier les impacts sociaux et économiques de ces technologies sur les marchés du travail, sur les modèles économiques de ces nouvelles technologies, mais en relation avec les professions émergentes. Le projet exploitera aussi des méthodologies innovantes dans la redéfinition des activités de travail et des tâches automatisables également, donc avec une comparaison historique avec des révolutions industrielles, avec les révolutions industrielles précédentes, ceci avec des perspectives sur les leaders industriels, les grandes entreprises, les PME, les écosystèmes régionaux, et en relation avec les partenaires sociaux de l'Europe. Le but est vraiment de mettre en place en fait des recommandations ou des pistes de nouveaux systèmes d'apprentissage, de formation, à l'intention des décideurs politiques, des entreprises, des particuliers également, afin de réduire en fait les écarts de compétences et de faire face aux éventuels effets du chômage, de favoriser la compétitivité industrielle européenne, tout ça en renforçant l'inclusion. Donc voilà pour ce dernier topic qu'on voulait vous présenter par rapport à la section approche systémique pour tirer le meilleur parti des technologies dans la société et l'industrie. Et voilà, du coup, je vais pouvoir passer la parole à ma collègue Julie, qui pourra vous donner des conseils un peu plus, des conseils supplémentaires pour participer à des projets. Donc maintenant on a fini le zoom sur les topics. Des places aux conseils de la part de Julie. Merci Marie-Christine. Alors, super, merci. Donc oui, on voulait partager avec vous quelques conseils supplémentaires dans le cadre de la structuration et du dépôt d'une proposition. Donc vous avez pu le voir via la présentation qu'on vient de vous partager, que globalement, Horizon Europe, c'est un programme qui est compétitif avec quelques projets sélectionnés pour chaque topic, qui prend aussi un certain temps. Mais vous avez vu également tout le potentiel que ça représente, à quel point le programme est intéressant pour de nombreux aspects, que ça soit sur les sujets, puisqu'on a une programmation qui est très très large. Sur les financements, on a des financements qui sont très attractifs. Participer à un projet, c'est également bénéficier derrière d'une reconnaissance très forte, d'une visibilité très forte de l'accès à différents réseaux. Donc globalement, même si on peut voir la complexité du projet, il faut aussi voir l'opportunité que ça représente. Surtout à l'heure
l'heure où différentes sources de financement public ont tendance à s'amenuiser d'autre part. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que globalement, les candidatures européennes sont très dynamiques. Nos homologues européens ne se privent pas de candidater au programme. Mais il faut savoir aussi que les Français, la participation française a un très bon taux de succès par rapport aux autres candidatures européennes, mais un nombre de candidatures moindre. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on vous partage un petit peu ces conseils complémentaires. C'est pour bien vous expliquer aussi que, bon, que malgré la complexité que ça représente, ce sont des projets qui restent quand même accessibles. Et une des clés pour se former et comme finalité participer à un projet, c'est de mettre en place une démarche progressive. Nous, ce qu'on vous conseille fortement, c'est via cette démarche progressive, de commencer déjà par vous familiariser avec le programme Horizon Europe avant de commencer à participer à un premier projet, voire à prendre le leadership d'un projet. Cette démarche progressive, elle vous permet très clairement d'optimiser vos chances de succès, parce que déjà, vous allez apprendre à vous rendre de plus en plus visible sur les différents événements, sur les différents réseaux que vous pouvez cibler. Ça va vous permettre aussi d'apprendre à mieux connaître déjà vous-même, votre projet, avoir un petit travail d'introspection sur quelles compétences vous pouvez mettre en avant, quelles compétences vous manquent, qu'est-ce que vous souhaitez faire, pendant combien de temps, structurer globalement votre projet, apprendre à connaître de plus en plus et de mieux en mieux vos partenaires actuels ou vos partenaires potentiels. Dans le cadre de la structuration de votre projet, ça vous permet aussi de bien faire coïncider votre roadmap avec le projet que vous déposez. Donc, toute cette démarche progressive, en fait, ça a vraiment du sens pour derrière optimiser vos chances de succès, optimiser le temps aussi que vous allez passer, aussi bien sur le montage que derrière, une fois que votre projet sera sélectionné, pour bien structurer derrière toute l'implémentation du projet. C'est aussi Horizon Europe, et comme c'était le cas aussi avec Horizon 2020, c'est aussi un travail que beaucoup d'entreprises, de structures qui ont réussi à avoir un projet ont choisi de démystifier. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'assister aux différents webinaires sur pourquoi participer, comment participer, etc. Mais parmi les témoignages qu'on a pu entendre, on a quand même eu beaucoup de sociétés, que ce soit des grands groupes, des PME, des académiques, qui ont choisi donc de démystifier les candidatures et derrière la mise en œuvre des projets en gérant ça comme un projet en fait de R&D classique, on va dire, à l'international, mais un projet de R&D classique sur lequel, en fait, on va mettre en place des outils classiques de gestion de projet et sur lequel on va avoir un management de projet qui va prendre en compte les différents jalons, les différentes contraintes du projet, les reportings, etc. Et ces outils qui sont mis en place permettent derrière à structurer le projet et avoir un bon déroulé pour limiter un maximum l'absorption des contraintes que ça pourrait engendrer. On vous a également mis un petit encart sur le fait de pouvoir devenir expert évaluateur. Donc, c'est également possible de passer de l'autre côté de la barrière en devenant un expert évaluateur. C'est très intéressant ce travail d'évaluation, parce que ça vous permet déjà de voir comment ça se passe une évaluation. Donc derrière, quand vous allez construire vos propositions, vous aurez un œil évaluateur aussi qui sera pertinent. C'est un travail qui est rémunéré par la commission et sur lequel le PCN Industrie peut également vous aider à vous positionner, à être intégré dans les bases de données qui sont alimentées et dans lesquelles la commission puise pour sélectionner ces évaluateurs pour les appels à propositions.
Je dirais le dernier conseil qui fait le lien avec la slide suivante, c'est se faire accompagner. Donc, vous avez différents types de modes d'accompagnement qui sont à votre disposition, dont l'objectif, c'est de vous faciliter un petit peu la tâche sur que ça soit sur la construction de votre projet, sur différents types de soutien que vous pouvez rechercher, que ça soit de la veille, de la recherche de partenaires, de la rédaction. Donc globalement, vous allez trouver des interlocuteurs qui seront complémentaires, qui seront spécialisés en fonction de ce que vous recherchez. On vous en a mis quelques-uns ici. Donc déjà, pour les structures qui en bénéficient, les cellules et les responsables Europe, des cellules qu'on peut retrouver dans le monde académique ou dans les grandes entreprises. Vous avez aussi les pôles de compétitivité, qui sont aussi des acteurs qui sont intéressants à solliciter parce qu'ils vont pouvoir vous offrir aussi une clé de lecture ciblée sur l'industrie qu'ils représentent en fonction des différents appels. Vous avez aussi le réseau EEN qui peut être intéressant de solliciter pour de la recherche de partenaires, ou encore les agences régionales de développement économique. L'idée ici, c'est que vous avez différents types de partenaires, donc qui vont vous apporter des compétences complémentaires. Et vous avez le PCN Industrie, donc Hélène vous a présenté en introduction. Donc, vous avez 4 personnes qui sont à votre disposition dans le cadre du PCN Industrie. Donc, Hélène, la coordinatrice, Mathilde, Marie-Christine et moi-même. Et donc, le PCN a l'habitude de travailler avec ces différents réseaux, ces différents partenaires. Et derrière, nous, on peut vous aider à faire le lien avec ces différentes structures en fonction de vos besoins. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir des guichets multiples, je dirais. Vous pouvez utiliser le PCN comme porte d'entrée et derrière, on peut nous faire le lien avec ces différents réseaux. Et l'objectif, c'est qu'on interagisse tous ensemble avec un seul et unique objectif, c'est d'optimiser l'accompagnement qu'on peut vous donner pour derrière maximiser vos chances de succès. Sur la partie trouver des partenaires, donc l'une des clés, ça va être vraiment de pouvoir vous rendre sur le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, l'une des clés, ça va être vraiment de vous rendre visible. De vous rendre visible dans différents réseaux à travers différents événements. Donc, on vous a d'ores et déjà listé les prochains brokerage events. Hélène vous a mis dans le chat le lien pour vous inscrire aux prochains événements. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les brokerage events sont des événements qui sont très intéressants parce que vous avez globalement uniquement des participants qui sont là pour trouver des partenaires. Ce sont des événements de réseau, de networking, qui, selon la thématique, vont regrouper des dizaines jusqu'à parfois des centaines de participants. Vous avez dans le point numéro 2 tout ce qui est partenariat. Alors, les partenariats, c'est aussi très intéressant de jeter un coup d'œil, voire plus. Parce que les partenariats, globalement, ce sont les instances d'influence qui ont contribué à la rédaction des appels. Et globalement, quand vous allez répondre à un appel, vous avez donc dans l'appel, ce que vous a présenté Marie-Christine, le lien qui est fait avec quel type de partenariat. Et quand vous allez répondre aux différents topics, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir dans ces partenariats, d'aller creuser dans ces partenariats la feuille de route. La feuille de route qui, globalement, ont permis de construire les topics que l'on vous a présentés. Cette feuille de route, c'est intéressant parce que ça va vous donner des informations complémentaires, des indications sur ce qui est attendu. Ça va vous donner des indications sur le contexte. Et globalement, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser toutes ces indications dans vos propositions pour faire référence au contexte général des partenariats et des feuilles de route et globalement du topic.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous verrez dans le cadre de ces partenariats les structures qui en font partie. Et globalement, ces structures-là qui font partie des partenariats, ce sont des potentiels partenaires pour vous, puisque ce sont des structures qui vont se positionner sur ces projets. Donc, deuxième point également à activer dans le cadre d'une recherche de partenaires ou également pour construire votre réponse. Vous avez ensuite le dashboard. Le dashboard, c'est un outil, pareil, c'est un outil qui est très intéressant quand on recherche des partenaires. C'est un site de traitement des statistiques de la commission. Le PCN peut vous aider à rechercher sur ce site différents types de partenaires, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. L'idée ici, c'est que vous allez retrouver toutes les structures qui ont participé à des projets dans le cadre d'Horizon 2020. Donc, vous allez pouvoir identifier les structures, vous allez pouvoir lier les sujets aux structures qui ont participé. Donc, selon les topics sur lesquels vous allez travailler, vous allez pouvoir faire des recherches. Derrière, ça vous sortira donc des noms de sociétés, d'académiques, etc. Et vous pouvez partir du principe que toutes les structures qui ont réussi à obtenir un projet derrière vont peut-être se repositionner sur d'autres appels. Et surtout, c'est aussi un gage si je peux dire, un gage de qualité, de référence, puisque ces structures-là sont déjà habituées à travailler sur des projets européens et à les monter. Et ensuite, il y a d'autres sources avec certaines qui sont en cours de construction. Notamment prochainement des sites qui vont permettre d'intégrer, de mettre en ligne des manifestations d'intérêt. Donc là, il y a celui de la commission. Il y aura ainsi un site de recherche de partenaires par tous les PCN européens qui sera monté pour faciliter également les recherches de partenaires. Et globalement, vous allez pouvoir, via ces différents outils, pouvoir réaliser des recherches en fonction des thématiques, en fonction des compétences, voilà, même si pour le moment, c'est encore en cours de construction. Et enfin, vous avez le portail français du programme européen sur la slide suivante. Le site horizoneurope.gouv.fr. C'est un site que je vous encourage vivement à aller voir. Il est très bien fait. Vous avez énormément d'informations dessus. Vous allez avoir le détail donc sur le programme, les appels à projets avec un contenu enrichi, les manifestations, événements, formations. Vous avez une bibliothèque une médiathèque avec tous les webinaires à revoir, des témoignages, des conseils, boîte à outils, des fiches pratiques aussi pour vous accompagner sur le volet juridique, sur le volet financier, un suivi statistique également. Donc énormément d'informations. Nous-mêmes, nous allons poster les vidéos des 3 webinaires que nous avons réalisés depuis jeudi, les présentations également. Et vous avez également les coordonnées, l'accès pour contacter tous les PCN, puisque comme on vous disait en introduction, nous, on représente le PCN Industrie, mais vous avez aussi un PCN qui va faire le lien avec les thématiques qu'on vous a présentées aujourd'hui, qui sera le PCN Numérique, le PCN Espace, le PCN Santé. Vous avez tous les différents PCN qui existent en fonction des différentes sections, des différents sujets du programme de travail. Du côté du PCN Industrie, comme on vous le disait tout à l'heure, donc n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons donc un email commun que vous retrouvez sur la slide. Une équipe donc de 4 personnes à votre service, que ça soit pour vous répondre sur différentes questions que vous pouvez vous poser, vous accompagner sur la veille, sur l'identification d'appels, la lecture de ces appels, vous donner des conseils au montage, des conseils pour rechercher des partenaires, et puis évidemment faire le lien en fonction des différentes questions que vous pouvez vous poser. Différentes définitions notamment sont des questions qui arrivent de plus en plus. Faire le lien donc avec la commission pour pouvoir vous apporter des réponses pertinentes et pragmatiques.
Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Je vois qu'il nous reste 10 minutes. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat auxquelles on pourrait répondre. Alors, il y a eu des échanges. Après, il y avait sur le Digital Emerging 0110, il y avait une demande sur comment interpréter que le consortium va fournir un support technique aux, aux entreprises sélectionnées et startups sélectionnées, qui est le techno provider. Donc, je crois que c'était un topic présenté par Julie, mais en gros, c'est par rapport au cascade funding. Je ne sais pas, Mathilde ou Julie, si vous voulez. Je pense que nous, aujourd'hui, on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit dans le texte de l'appel à proposition. Donc, on ne va pas pouvoir vous donner une définition qui n'existe pas, au risque de mal vous aiguiller. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de faire remonter au project officer. D'ailleurs, vous nous aviez envoyé une autre question par email. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est que vous envoyez cette question au project officer et on le fait nous aussi de notre côté. Comme ça, il y a double remontée, ce qui manifeste un double intérêt et une double chance qu'on nous réponde. Et puis, on va continuer à chercher. Par ailleurs, si on n'a pas une réponse immédiate, on revient vers vous dès qu'on a réussi à creuser sur ce point. Parfait, merci Mathilde. Et sinon, je crois que c'était tout. Il y avait eu des petits échanges, mais ça avait été répondu. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour votre participation. Voilà, on espère que ça a pu vous apporter déjà des premières clés de lecture des différents topics et différents également tips pour pouvoir derrière chercher des partenaires, mettre en place une démarche progressive, et cetera, et cetera. Et puis, bah, comme on vous l'a dit tout au long du webinaire, n'hésitez pas à solliciter le PCN Industrie. On est à votre disposition pour vous répondre et vous accompagner ou vous orienter selon les sujets, selon les cas. Merci à tous et très, très bonne journée et à très bientôt. Merci. Bonne journée, merci à tout le monde. Bonne journée, au revoir.